Bonjour et bienvenue sur le plateau des chaînes parlementaires. Nous sommes ensemble pour revoir avec du recul l'essentiel de la semaine politique et parlementaire. Bonjour Oriane. Bonjour Katia. Et notre invité pour refaire cette semaine politique et parlementaire, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de Lyon et vous êtes le seul parlementaire de droite à avoir allié Emmanuel Macron pendant sa campagne. On va revenir avec vous sur toute l'actualité de la semaine. Et dans l'actualité, François Bayrou qui a présenté les grandes lignes de sa loi pour moraliser la vie publique. Une présentation qui intervenait en pleine affaire Ferrand. Cette semaine également, Édouard Philippe qui a reçu les partenaires sociaux pour discuter de la réforme du Code du travail, une réforme qui passera par voie d'ordonnance. Et puis enfin, dernière ligne droite pour la campagne des législatives dont le premier tour aura lieu le 11 juin. Et on va commencer par l'information de cette fin de semaine. Donald Trump qui retire son pays de l'accord de Paris sur le climat. Une décision coup de tonnerre. Écoutez la réaction d'Emmanuel Macron. Je prends note de la décision du président américain de se désengager de l'accord de Paris sur le climat. Je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple, et une faute pour l'avenir de notre planète. Nous ne renégocierons pas un accord moins ambitieux, en aucun cas. La France ce soir appelle l'ensemble des pays signataires à rester à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres et à ne rien céder. America First et tant pis pour l'accord de Paris, a dit en substance Donald Trump. Est-ce qu'on peut quand même lui reprocher, Jean-Baptiste Lemoyne, au président américain, d'appliquer sa promesse de campagne ? Enfin, moi, ce que je constate, c'est que les États-Unis font le choix de se retirer finalement de la scène internationale. C'est valable sur le chantier climatique, c'est valable, on l'a vu, sur d'autres chantiers type militaire, stratégique, etc. Ça fait partie d'une stratégie pour vous, ça, mais ça veut dire que si les États-Unis sont sur le départ de la scène internationale, je peux vous dire que la France, elle est sur le retour sur la scène internationale. Parce que regardez la façon dont le président de la République, dès hier soir, dans une attitude très solennelle, a dit les choses, a tendu la main d'ailleurs à un certain nombre de forces vives américaines qui veulent travailler pour lutter contre ces changements climatiques. Et vous l'avez signalé, une intervention en français naturellement, mais également une intervention en anglais qui a été diffusée sur tous les journaux télévisés américains, s'adressant finalement aux citoyens américains en leur disant, et avec quand même ce magnifique détournement de la phrase slogan de Donald Trump en disant faites la planète plus grande encore. Make America Great Again. Exactement. Et donc honnêtement, là, on a un président de la République dont on voit bien que sur la scène internationale, il est non seulement à la hauteur des événements, mais même qu'il donne le tempo. On l'a vu précédemment avec le G7 à Taormina, on l'a vu également au sommet de l'OTAN, on l'a vu... Justement, pendant cette période de G7 et au sommet de l'OTAN, il a vu Donald Trump, il s'est longuement entretenu avec. Est-ce qu'il n'a quand même pas échoué à le convaincre de ne pas sortir de cet accord de Paris ? Vous savez... vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à revenir effectivement sur un certain nombre d'engagements pris. Donc vous pouvez lui poser les bases des enjeux, lui montrer qu'il fait fausse route. Maintenant, on voit bien que le processus de décision de Donald Trump n'est pas forcément un processus de décision rationnel. Il est d'ailleurs lui-même très contesté dans cette décision, y compris au sein de son cabinet, j'ai noté. Donc vous savez, je crois que... Emmanuel Macron, en tant que président de la République, il a marqué les esprits lors de ces sommets parce qu'on a bien vu qu'il était un des leaders émergents d'aujourd'hui pour construire le monde de demain. Alors, on va revenir à l'actualité parlementaire et politique française avec d'abord ces soupçons autour d'un ministre. Richard Ferrand, qui est dans la tourmente depuis plus d'une semaine après les révélations du canard enchaîné sur une opération immobilière qui touche sa compagne. Le parquet de Brest a ouvert une enquête préliminaire. Jean-Baptiste Lemoyne, question très simple. Richard Ferrand peut-il, avec un tel tumulte, rester au gouvernement ? Mais oui, à ce stade, oui, bien sûr. Vous savez, le Premier ministre l'a rappelé. Il y a une jurisprudence qui existe depuis des décennies, en tout cas depuis les années 90, qui est que, effectivement, un ministre démissionne lorsqu'il est mis en examen. On l'a vu dans les années 90, on l'a vu dans les années 2000. Aujourd'hui, Richard Ferrand est-il mis en examen ? Non. Une enquête a été ouverte et
cette enquête dira s'il y a un classement sans suite, si au contraire il y a des éléments qui permettent d'eux. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut justement sortir de la posture purement de jeter l'anathème, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Et donc le chef du gouvernement était très clair, à ce stade, il peut tout à fait poursuivre sa mission. Le cas est très différent, par exemple, de l'affaire Fillon, parce que là, il y avait une mise en examen, et il y avait un candidat qui s'était engagé à ne pas poursuivre sa candidature s'il était mis en examen. Et donc, il y avait parjure. Donc, les choses sont très différentes. Et je crois qu'il faut justement avoir en tête que la majorité présidentielle ne déviera pas de sa ligne de conduite, qui est la mise en œuvre de cette loi, effectivement, de moralisation, de on va y retour revenir de la sur confiance cette loi, dans la démocratie, mais qui était présentée Richard hier. Ferrand, le fait qu'il ne démissionne pas, qu'il se maintienne, est-ce que ça ne porte quand même pas préjudice au gouvernement et à Emmanuel Macron? Écoutez, vous savez, moi, je suis un élu de terrain. Le week-end dernier, j'ai fait un certain nombre de visites. J'ai assisté à des foires agricoles dans le département de l'Yonne. Eh bien, je peux vous dire qu'on m'a très peu parlé de cela. Je crois que ce qui intéresse les Français, c'est se dire on est à un tournant dans la vie du pays. Il y a un espoir, de faire bouger les lignes. Et donc, c'est avant tout cela qu'ils regardent. C'est cela, mais il y a aussi ce sondage qui est paru ce jeudi. 54% des Français estiment qu'on a tort de garder au gouvernement Richard Ferrand et aussi Emmanuel de Saint-Denis. Il y a sondage Odoxa. Il y a des sondages paradoxaux, puisque j'en voyais en début de semaine qui disaient que en même temps, on aime bien le en même temps, Emmanuel Macron. en même temps, il y a environ 70% des Français qui croient dans la volonté réformatrice du gouvernement pour modifier les règles dans un sens justement de plus grande clarté, de plus grande moralisation de la vie politique. Vous n'avez Donc pas peur que cette affaire pèse sur le scrutin? Ce que je vois, c'est que vous voyez, sondage montrent que cela n'entache pas, en tous les cas, l'élan réformateur dont est crédité le gouvernement et le chef de l'État. Emmanuel Macron s'est affiché avec Richard Ferrand. Il a déjeuné avec à l'Élysée, il a dîné avec lui à Vannes. Est-ce que dans cette affaire, il ne se comporte pas plus comme un ami que comme un président de la République? Non, je crois qu'encore une fois, vous savez, on est dans un temps aussi de l'action politique où tout s'accélère. La vie médiatique s'accélère, la vie politique s'accélère, mais en même temps, le président de la République, il l'a toujours dit, il souhaite être aussi le maître des horloges. Et le maître des horloges, c'est pas être ballotté par l'actualité quotidienne, tel un bouchon sur la mer qui donc dévirait. au-dessus du tumulte. Et donc, effectivement, le président de la République, il est là, concentré sur l'essentiel. Le gouvernement gouverne, prépare les textes de loi à venir. Et le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a été très clair sur les conditions dans lesquelles un ministre pouvait rester ou ne pas rester. Et pour l'instant, Richard Ferrand remplit les conditions pour mener son action gouvernementale. Alors, vous parlez de ce projet de loi de moralisation de la vie publique. Jeudi après-midi, François Bayrou, le garde des Sceaux, en a présenté les grandes lignes, 2 lois et une révision constitutionnelle qui ont pour objectif de redonner confiance dans l'action publique. Flora Sauvage. Armé du code de procédure pénale, le garde des Sceaux a détaillé sa réforme cet après-midi devant la presse. Mettre fin aux privilèges et aux affaires qui gangrènent la vie politique, mais aussi favoriser l'indépendance du parquet, c'est l'ambition du projet de loi de moralisation de la vie publique pour redonner confiance dans notre vie démocratique. Ce que nous voulons, c'est que les règles soient les mêmes, avec les garanties nécessaires pour tous les citoyens, quel que soit leur rôle dans notre vie démocratique. Et pour mettre fin aux privilèges et au régime d'exception, un projet de loi constitutionnel prévoit la suppression de la Cour de justice de la République et la fin du droit pour les anciens présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel. D'autres mesures concernant les élus seront prises, pas plus de 3 mandats identiques successifs, interdiction des emplois familiaux, les activités de conseil seront encadrées, la réserve parlementaire sera supprimée et sera mis en place le remboursement au réel des frais de mandat. Il s'agit de mettre en place des pratiques et des règles qui préservent les citoyens des abus et leur rendent confiance dans la vie démocratique. Enfin, une refonte du mode de financement de la vie publique va être mise en place avec la création d'une banque de la démocratie qui pourra accorder des prêts aux partis politiques et aux candidats. Autant de mesures qui nécessiteront la convocation du Congrès et la majorité des 3/5 des parlementaires. Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que présenter ce projet de loi en pleine affaire Ferrand dont on vient de parler, est-ce que c'est crédible ?
Mais c'est extrêmement crédible pour une bonne et simple raison, c'est que Emmanuel Macron, il a été élu par 66% des Français et 25% au premier tour sur la base de ça, un projet très concret. Et dans ce projet, il y avait une démocratie rénovée. Et donc, nous... Mais c'était avant les affaires qui touchent le gouvernement. Eh bien, nous allons faire ce pourquoi nous avons été élus. Et donc... il est normal aujourd'hui que le gouvernement montre son attachement à ce chantier. Parce que, vous savez, moi, il y a 3 ans, j'ai été élu au Sénat en indépendant, parce que mon parti politique estimait qu'il fallait reconduire les sortants. Des sortants, d'ailleurs, souvent pas exemplaires. Il se trouve que j'ai battu, dans le département de l'Yonne, une personnalité qui... embauchait quelqu'un de sa famille, qui est sous le coup d'une mise en examen, qui cumule 124 années de mandat, comme l'a révélé l'Obs. Embaucher quelqu'un de sa famille, ce n'était pas interdit jusqu'à présent. Hein. Oui, dès lors qu'il y a effectivité d'un travail accompli. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des mœurs politiques que les Français n'acceptent plus. Et donc moi, j'ai porté à l'époque une candidature indépendante basée sur la moralisation de la vie politique. Et lorsque j'ai rejoint Emmanuel Macron le 15 mars dernier, je lui ai apporté ma profession de foi et il a vu cet engagement, il a compris du coup pourquoi je le rejoignais et cette ambition, il la porte, elle se décline aujourd'hui avec l'avant-projet de loi que porte François Bayrou et je pense que véritablement ça va donner un ballon d'oxygène à cette vie politique française un peu sclérosée. Est-ce que justement vous pensez que ce projet de loi, en tout cas ce nouvel arsenal pour moraliser la vie politique et publique va permettre d'éviter une nouvelle affaire Fillon, une nouvelle affaire Ferrand comme on l'appelle? Vous pensez que ça va assez loin? Je trouve qu'il y a un certain nombre de curseurs qui sont bien positionnés. Ça éviterait une nouvelle affaire Thévenoud par exemple, puisque il y aura l'obligation pour un parlementaire de produire un quitus fiscal, montrer qu'on est à jour de ses obligations déclaratives en matière de fiscalité, puisque l'interdiction d'embaucher des proches, ascendants, descendants ou conjoints sera posée, effectivement, ça éviterait, par exemple, l'emploi de Madame Pénélope Fillon. Donc on voit bien que ça répond à un certain nombre de problèmes qui ont été posés. Et d'attentes des Français aussi. Mais bien sûr, et d'attentes des Français. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un texte qui renforce l'antiparlementarisme ? Je crois que l'ambition du président de la République, du chef du gouvernement, c'est de conforter l'action parlementaire, mais aussi de faire évoluer les missions du Parlement. Oui. Mettre aussi l'accent sur l'évaluation et le contrôle. Qu'il y ait plus de moyens octroyés aux parlementaires dans le cadre de ces missions-là. Il y aura moins de parlementaires, mais avec peut-être davantage de moyens pour véritablement... Oui, mais est-ce que ça ne renforce pas quand même le fait de dire que les élus sont des privilégiés, finalement? Non, je crois que... C'est un peu l'image que ça renvoie. Je crois qu'il y a l'objectif d'une transparence, et ça, qui peut être contre. Vous savez, sur bien des chantiers, les choses ont progressé même depuis 10 ans en matière de réserve parlementaire. Les projets sont rendus publics. Ça évite, je pense aussi, peut-être que certains parlementaires qui avaient tendance à subventionner des associations dont ils étaient eux-mêmes présidents, ce genre de cas n'existe plus. Maintenant... il y a ce projet de loi qui est déposé par le gouvernement. Le Parlement l'enrichira. D'ailleurs, le gouvernement a dit qu'il attendait que le Parlement se positionne sur le non-cumul successif pour les maires, parce que c'est vrai que les maires des petites communes, parfois, il n'y a pas forcément énormément de vocation, et donc on a besoin, peut-être pour eux, de faire des exceptions. Alors, on va passer au deuxième thème de la semaine, qui sera à l'ordre du jour de l'Assemblée bientôt, le vaste chantier de la réforme du droit du travail. Et cette semaine, l'exécutif a donc entamé des concertations pour engager la refonte du Code du travail. Le gouvernement a son calendrier, mais il ne plaît pas forcément aux syndicats. Vianney Laurin. Avant même le contenu de la réforme, c'est le calendrier qui pose problème. Emmanuel Macron souhaite faire voter dès juillet une loi d'habilitation pour légiférer par ordonnance. Ratification finale avant le 21 septembre, un timing trop serré pour les syndicats. Donc la CFDT a une nouvelle fois dit qu'il lui fallait du temps de concertation et que ce n'était pas pour gagner du temps, ce n'était pas dilatoire. Mais il nous semble qu'il faut aller se laisser jusqu'à fin septembre pour discuter. Au contraire, il y a urgence, répond le patronat. C'est ce pari qu'il faut faire, ce pari des réformes rapidement dans cette concertation qui est en train de se passer pour que tout soit sur la table. Un calendrier contesté car les réformes envisagées sont importantes et loin de faire consensus. Au premier plan, le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif.
Une mesure déjà présente dans la loi travail, mais qui n'a débouché que sur un barème indicatif face à l'impopularité de la mesure. Aujourd'hui encore, 56% des Français y seraient opposés selon un sondage ELAB. Une ligne rouge pour la plupart des syndicats. Un licenciement, ce n'est pas un produit de supermarché. Il faut tenir compte de toutes les situations. Nous avons contesté l'idée qu'il pouvait y avoir un prix unique à un licenciement. Autre piste de réforme, la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Un référendum à l'initiative de l'employeur pour valider un accord d'entreprise minoritaire. Ou encore, une fusion des instances représentatives du personnel. Point de crispation majeur également, un moratoire sur l'application du compte pénibilité. Il permet aux salariés du privé confrontés à un travail difficile de partir plus tôt à la retraite ou de travailler à temps partiel. C'est une mesure de justice sociale pour des gens qui meurent plus vite ou qui vieillissent plus mal parce qu'ils ont eu des conditions de travail pénibles. Au 1er septembre prochain, il faudra que le dispositif, si rien n'est fait, soit mis en place dans toutes les entreprises. Or, il est plus que perfectible, on ne sait pas comment s'en sortir. Le Premier ministre, Édouard Philippe, fera parvenir la semaine prochaine une lettre d'orientation aux partenaires sociaux pour cadrer les sujets des négociations à venir. Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que vous pensez que le gouvernement prend un risque en voulant légiférer par ordonnance sur un sujet aussi sensible, aussi complexe? Là, encore une fois, personne n'est pris en traître. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit les choses. Il les a tout le temps redit lors des débats, qu'il agirait de la sorte, parce qu'en matière d'emploi, on ne peut pas se satisfaire d'un pseudo-modèle social français qui se traduit par quoi? Par quand même un chômage massif, même s'il tend à décroître, mais il y a quand même 5 millions de personnes en France qui soit n'ont pas d'emploi, soit n'ont pas un emploi avec le nombre d'heures qui leur convient, et par ailleurs avec un marché du travail qui est très segmenté, c'est-à-dire que selon que vous avez un bac plus 5 ou que vous êtes sans qualification, eh bien, on voit bien qu'il y a d'énormes différences et de difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Mais est-ce que vous comprenez que les syndicats demandent plus de temps pour la concertation? Mais vous savez, j'ai écouté très attentivement dans votre reportage Laurent Berger, le patron de la CFDT. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous demandons à avoir jusqu'à fin septembre. Que dit Édouard Philippe, le chef du gouvernement? Mois d'octobre même. Il a dit fin septembre dans votre reportage. Et Édouard Philippe, le chef du gouvernement, dit ça sera au maximum au 21 septembre. Écoutez, si le désaccord il porte sur 9 jours, entre le 21 septembre et le 30 septembre, vous voyez qu'on n'est pas loin. Et ce que je veux dire, ce qui compte, c'est le contenu. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous savez, j'ai été rapporteur de la loi travail au Sénat. Et donc, dans les mesures qui sont proposées, il y a énormément de choses que nous avons votées au Sénat et que je retrouve dans cet avant-projet de loi. Il reste flou pour le moment, le contenu. Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'ont pas donné de détails aux syndicats. Pourquoi ce flou sur le contenu de ce texte? Non, je crois que les choses sont claires dans le projet présidentiel et ça a été rappelé dans votre reportage. La volonté de pouvoir graver dans le marbre un plancher et un plafond pour les indemnités prud'homales. Donc, contrairement à ce que dit d'ailleurs M. Martinez, c'est pas un prix unique du licenciement, c'est pouvoir avoir des bornes hautes et basses et donner de la visibilité à la fois aux salariés et à la fois à l'employeur. Donc là-dessus, il ne lâchera pas. C'est une ligne rouge pour les syndicats, cette barémisation des indemnités prud'homales. Écoutez, je pense que, vous savez, il y a toujours des postures d'entrée de négociation et puis il y a après comment on en sort. Mais au-delà de ce sujet-là, il y a également la volonté de donner plus de place à l'accord d'entreprise parce que c'est le bon sens. On trouve les meilleurs accords sur le terrain avec des syndicalistes et des employeurs qui connaissent la situation de leur entreprise. Alors, juste une question quand même sur ce calendrier. Les ordonnances, ça permet à un gouvernement d'aller vite, là où la procédure normale prend plus de temps. Il a prévu, donc si on reprend le fin septembre, c'est quand même rapide, ça veut dire qu'en fait le Parlement, Assemblée et Sénat examineraient et voteraient tout ça très rapidement d'ici à fin juillet. Vous pensez que ce calendrier est réaliste? Oui, je pense. Vous savez, ça se passe en plusieurs phases, la déclinaison de ces mesures. D'une part, il y a la concertation qui est conduite. Ensuite, va être déposé un projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance. C'est ce projet de loi d'habilitation qui sera discuté devant les assemblées dans la session extraordinaire du mois de juillet. Et vous savez, moi j'ai connu des sessions extraordinaires du mois de juillet où parfois il y avait 4 gros textes qui étaient discutés. Et donc, je n'ai aucun doute qu'il y aura de la place pour le travail en commission, puis le travail en séance publique, à l'Assemblée comme au Sénat. Comme au Sénat. Le Sénat sur 4 semaines. Ces ordonnances, à votre avis.
Mais vous savez, la majorité sénatoriale, elle a voté une loi travail qui avait un peu plus d'ambition que celle que présentait le gouvernement. Et il y a énormément d'amendements que j'avais présentés avec mes collègues Gabouty et Forissier, eh bien, que je retrouve dans le projet gouvernemental. Et ces amendements, eh bien, du coup, ils pourront enfin être mis en vigueur. On suivra ce débat. En attendant, place à la troisième partie de notre émission consacrée aux élections législatives. Et on va voir comment se déroule la campagne chez les Républicains, puisque cette semaine, François Baroin a sonné la fin de la stratégie du Nini, qui était en vigueur depuis 2011. Explication de Vianney Laurin. C'est une rupture avec la stratégie établie il y a 6 ans. Une réhabilitation du Front républicain porté par François Baroin, chef de file Les Républicains pour les législatives. Son souhait, si une victoire du FN est possible au second tour dans une triangulaire, le candidat PS, LR ou La République En Marche, arrivé 3e, devra se désister. J'exprime mon sentiment personnel, qui est une continuité d'un engagement politique depuis 25 ans contre le développement du Front National. Et Mme Le Pen s'est noyée dans le débat, montre bien que c'est une impasse. Il y a beaucoup de gens, notamment en milieu rural, qui se retrouveront autour de nos candidats pour être une fois de plus entendus. Une position saluée par plusieurs élus qui soulignent la nécessité du changement. On préfère un candidat démocrate à un candidat d'extrême droite. Que les Républicains qui ont eu des hésitations par le passé aient cette position aujourd'hui, ça ne peut que me réjouir. Et le Nini n'a pas le même sens aujourd'hui que celui qu'il pouvait avoir il y a quelques mois. Le paysage politique objectivement a changé. Il faut que nous aussi, on soit capable de changer dans nos réponses et l'intelligence de la situation. Le Nini, ni Front National ni Front Républicain, représente pourtant la stratégie officielle des Républicains depuis 2011, mise en œuvre lors des dernières législatives en 2012, mais aussi lors des départementales et régionales en 2015. Le positionnement face au Front National divise la droite. Au lendemain du premier tour de la présidentielle, les élus LR s'opposent sur le soutien à apporter à Emmanuel Macron. Jean-François Copé, l'un des défenseurs du Nini, conteste aujourd'hui la décision de François Baroin. Je pense que c'est un peu prématuré parce que c'est une question très importante, mais je voudrais être sûr qu'elle va se poser. Le mieux est donc d'attendre le soir du premier tour. Un bureau politique tranchera le 12 juin, au lendemain du premier tour, la position officielle des Républicains. Est-ce que vous comprenez, Jean-Baptiste Lemoyne, ce changement de stratégie, cette décision de François Baroin? Est-ce que ça ne va pas accentuer les fractures au sein du groupe LR, du parti LR? Ça montre surtout que LR, c'est devenu une formation politique un peu déboussolée, sans cap, parce que ça commence une campagne législative en voulant montrer les biceps, en disant on va imposer une cohabitation. Et puis j'entends François Baroin, il y a quelques jours, dire ah bah finalement on participerait bien au bon projet de loi, etc. Donc ce que je vois, c'est que eh bien, tout cela montre quoi? Qu'il y a une refondation, une recomposition du paysage politique qui est en marche, c'est le cas de le dire. Et on est un peu comme en 58 en fait, avec le général de Gaulle qui rebat les cartes de la scène politique française. Et c'est très intéressant. En 58, l'UNR, parti nouvellement créé, arrive avec 200 députés à l'Assemblée nationale. Et bien de la même façon, je peux vous dire que clairement, les candidats de la République En Marche vont faire, je pense, une entrée massive ici, et il y aura une majorité absolue pour soutenir l'action du gouvernement. Moi, j'en suis convaincu parce qu'encore une fois, je me fie à mes déplacements sur le terrain. J'étais hier soir pour soutenir nos 3 candidats dans l'Aube, Grégory Besson-Moreau, Jamila Haddad et Pascal Lauréat. Eh bien, je peux vous dire que j'ai vu des gens de droite qui m'ont dit Monsieur Lemoyne, bravo pour ce que vous avez fait, parce que nous aussi, on est de droite et on a envie que ça marche. Et donc, aujourd'hui, on va soutenir le candidat du président de la République, parce qu'il y a cette envie de ne pas perdre 5 ans et puis de réussir. Voilà. Alors, on va continuer à parler de ces législatives, puisque nous accueillons Tristan Quinomopoual du Figaro.fr. C'est l'heure de la loupe du scan. Bonjour Tristan, c'est à vous. Vous avez parlé de recomposition et ça se voit sur les affiches de certains candidats, notamment dans les circonscriptions où il n'y a pas de candidat investi par En Marche. On voit sur les affiches majorité présidentielle un peu partout, certains le revendiquent. Est-ce que ça va porter préjudice à En Marche, cette confusion qui est installée par certains candidats ? Je vois bien le phénomène auquel vous faites allusion. Certains montages photographiques, d'ailleurs, ont été publiés dans la presse. Et c'est parfois assez drôle de voir des parlementaires, effectivement, qui
ont eu des mots parfois durs vis-à-vis d'Emmanuel Macron, aujourd'hui essayer de se raccrocher aux branches d'une majorité présidentielle. Bon, je crois que les électeurs, vous savez, ils sont aujourd'hui très avisés, ils lisent, etc. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait d'abord la confiance qui soit donnée aux candidats de La République En Marche. Et puis là où il n'y a pas de candidat de La République En Marche, effectivement, il y a quelques circonscriptions dans lesquelles des personnalités ont indiqué qu'elles soutiendraient l'action du gouvernement, qu'elles voteraient la confiance. Thierry Solaire. Dans le 18e arrondissement, il y a l'ancien ministre du Travail avec des idées qui sont proches, c'est une réforme symbolique. Et puis il y a votre ancien compagnon de route, Pierre-Yves Bournazel, qui est un ancien jupéiste. Il faut soutenir lequel des deux? Non, mais d'ailleurs, c'est très intéressant. Hier soir, tous les deux, l'un et l'autre, ils étaient dans une même réunion publique, devant les marcheurs, devant les sympathisants, les militants d'En Marche, pour se présenter la façon dont ils voyaient les choses. Et donc, eh bien, ce sont les électeurs qui trancheront. Mais ça peut semer le trouble chez l'électeur de ces deux étiquettes. Ça peut semer le trouble. Majorité présidentielle, c'est pas... Est-ce que vous... Eh bien après, il y aura, les électeurs feront leur choix selon leur sensibilité. Vous parlez de ces circonscriptions où il n'y a pas de candidat En Marche face à des ténors, soit de droite, soit de gauche. On ne comprend pas bien comment s'est fait ce choix. Pourquoi, par exemple, Thierry Solaire, qui a appelé à travailler avec Emmanuel Macron, n'a pas de candidat de La République En Marche, alors que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a signé l'appel de Thierry Solaire, elle a un candidat? Non, mais les choses sont très différentes entre l'un et l'autre. Thierry Solaire, il a été clair. Il a dit « Moi, je voterai la confiance au gouvernement. Je voterai le texte sur le travail. » Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'a pas été au bout de la démarche. Elle a signé l'appel de Thierry Solaire, elle aussi. Non, mais elle a signé la main tendue, mais elle n'a pas dit qu'elle voterait la confiance du gouvernement. Bon, voilà, je crois qu'il y a un moment, il faut savoir, comme le dit Emmanuel Macron, prendre son risque. Il y a un moment, il ne faut pas faceiller. Donc, soit on assume qu'effectivement, on veut participer à cette œuvre de refondation, et on est clair, et il n'y a pas à tortiller. Ça, c'est l'ancienne politique qui veut essayer d'obtenir des gages, je te dis telle phrase, et donc tu m'embêtes pas, etc. Non, aujourd'hui, il faut de la clarté. Donc, est-ce que oui ou non, je soutiens le gouvernement? C'est ça la question. Vous avez pris un risque, justement, et vous n'avez pas été remercié, puisque vous n'avez pas été nommé au gouvernement, malgré votre nom qui circulait. Est-ce que vous n'avez pas été déçu? Mais attendez, ce qui compte, c'est pas la réussite personnelle, c'est la réussite du pays. Et le gouvernement, il tient énormément des promesses d'Emmanuel Macron. Gouvernement resserré, avec énormément de personnes qui viennent de la société civile. Moi, j'ai en tête, regardez, M. Blanquer à l'Éducation nationale, qui connaît parfaitement le ministère et qui, on le voit, est en train vraiment de réussir. Sophie Cluzel, aux personnes handicapées, qui vient de ce monde associatif du handicap. Après, écoutez, naturellement que lorsqu'on est appelé à participer à cette équipe de France, ça doit être enthousiasmant. Mais il y a énormément de missions à accomplir et je peux vous dire que l'amitié et l'estime mutuelle qui existe entre le président de la République et moi, eh bien, est-ce que vous pourriez rentrer dans le gouvernement après les législatives, Jean-Baptiste Lemoyne? Attendez, c'est pas le sujet. Le sujet, d'autres personnalités de droite doivent rentrer. Christophe Castaing l'a dit. Ça doit être quel profil, des ralliés de la dernière minute ou ceux qui étaient là depuis le début? Non. Honnêtement, moi je ne compose pas le gouvernement, c'est le président de la République et le Premier ministre. Ce qui compte, c'est qu'on va avoir une photo de la majorité le 18 juin. Il faut ensuite que cette majorité, eh bien, elle se retrouve pleinement, effectivement, dans l'exercice des fonctions exécutives. Mais encore une fois, vous savez, il y a le gouvernement, il y a le Parlement qui va être revalorisé par rapport à toutes ces missions d'évaluation et de contrôle. Et puis, il y a également le mouvement de la République En Marche, qui est une structure importante. Il faut continuer à faire vivre cet élan démocratique. Et beaucoup de Français qui ne se reconnaissaient pas dans les familles traditionnelles sont venus à En Marche. Et donc, il faut faire vivre tout ça. Faire vivre justement cette structure, il faut au Sénat, vous êtes sénateur, créer un groupe macroniste. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait un carrefour, d'une façon ou d'une autre, qui permette aux macronistes issus des différentes familles, des différents groupes parlementaires, de se retrouver. Un carrefour, ça peut être un lien plus ou moins souple. Est-ce qu'il s'agit d'un intergroupe? Est-ce qu'il s'agit d'un groupe? Les choses ne sont pas encore tranchées à ce stade. Mais vous discutez mais ce sont des débats qu'on peut avoir avec François Patria, avec Jacques Mézard, l'ancien président du RDSE. Vous avez commencé à discuter avec Guillaume aussi, avec Jean-Pierre Raffarin? Ça va pas jusque-là? Non, c'est très informel. Déjà, vous savez, le Sénat, il est en phase de renouvellement. Donc, on aura les idées plus claires, je pense, au 30 septembre. Et c'est là que les choses pourront se formaliser. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne, d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo. Merci, Katia, et à la semaine prochaine.